Hola mi gente. Pour la deuxième saison du podcast Christelle Nadia Fotso, on commence avec un bang. Voilà, j'ai mon invité spécial, Yasmine Chouaki, que j'ai invitée. Elle a accepté et elle est là pour m'aider à raconter cette histoire que, parce qu'elle est encore vivante, je raconte très mal. Donc, son rôle ici, c'est pas véritablement d'être une invitée comme les autres parce qu'elle est exceptionnelle, mais c'est de m'aider à répondre à toutes les questions que vous vous posez. Donc, Yasmine, I'm go. Alette. Voilà. Donc, allons-y. Je suis à vous pour répondre à vos questions. Alors, puisque Christelle, les gens vous suivent sur ce podcast et vous connaissent, donc on va aller directement droit au but pour raconter cette histoire complexe qui est la vôtre et qui est souvent mal comprise, pour employer un euphémisme. On va commencer cette histoire en ouvrant sur un mot qui est intéressant d'ailleurs, c'est le mot plainte. Vous venez de déposer une plainte onusienne contre le barreau de Washington et le barreau de Bruxelles. Est-ce que vous pouvez expliquer quelle est cette plainte? C'est une plainte. Vous savez, la chose la plus difficile quand on vit une histoire comme celle-ci, c'est justement de se plaindre. On ne sait plus à un moment où s'adresser. Tellement on l'a raconté, tellement les gens sont dubitatifs, ne comprennent pas. Et donc là, avec cette plainte, j'essaye en fait véritablement d'avoir quelqu'un qui me réponde. Ma première plainte dans cette affaire date de 2017 et elle a été classée sans suite par le tribunal de Nanterre. Là, avec ce qui s'est passé par la suite, avec tout ce que j'ai essayé, toutes ces tentatives en pensant que le fait d'être avocate me permettrait d'être comprise, qu'on m'entendrait, qu'on me poserait des questions, qu'on serait interloqué par ce que je raconte, qu'à un moment, quelqu'un ferait juste la chose la plus simple, c'est de vérifier, de me mettre face à ce que j'accuse. Et là, la plainte est contre le barreau de Bruxelles et contre le barreau de Washington DC et contre des États, parce que d'où je parle, il est évident que quelque chose s'est produit. Et recevoir tout le temps comme ça ce mur de silence. Il y a ce qu'on appelle, il y a ce mot anglais, américain qui est très très populaire, gaslighting. Voilà. Où il y a un déni comme ça, vous dites, j'ai vécu ça. Et on vous fait comprendre que ce n'est pas possible. Et on va même parfois jusqu'à vous dire que même si c'est ça, vous ne l'avez pas compris ou il y a dû y avoir quelque chose qui fait que vous êtes responsable de ce que vous avez vécu. Que ce n'est pas possible ce que vous racontez et que même si c'est ça, ça ne peut pas être ce que vous pensez que c'est. Mais donc, je pense qu'on va faire la nuance la lecture et le jugement que les gens s'autorisent. Oui. Votre vérité. Mais j'aimerais bien avoir tout de suite, je semble impatiente, mais je pense que ça peut aider à rentrer dans le récit, le contenu de cette plainte, Christelle. Ce que je dis à Madame Chouaki, c'est que le barreau de Bruxelles, pour ne prendre que lui, a tout fait pour ne jamais me considérer comme une avocate comme une autre. Il y a eu tout de suite cette présomption qui, je pense, a tout à voir avec le colonial. Que je ne pouvais pas être celle que je prétendais être. Parce que moi, je ne disais pas, bien qu'étant camerounaise, j'entre dans le barreau de Bruxelles par le barreau de Washington DC. Donc, c'est très compliqué. Et pour les Belges qui sont habitués à avoir des Camerounais qui sont autres, comment dire, typiquement les Camerounais sont des demandeurs, comme la plupart des Africains, pardonnez-moi ça, sont des demandeurs d'asile, etc., etc. Donc moi je viens par le barreau de Washington. Donc du 10 juin 2014 jusqu'à la fin de mon temps avec le barreau de Bruxelles, il y a eu ce truc là où on se disait, ah mais
comment se fait-il qu'elle soit camerounaise, qu'elle soit au barreau de Washington DC, qu'elle soit la fille éventuellement de Fotso Victor, mais que quand même elle ait ces difficultés-là. Donc du coup, ça a permis comme ça à faire qu'on me nie mon existence professionnelle. Il y avait un doute. Oui, voilà. On remet en doute votre légitimité d'avocat. Oui, il y avait un doute sur le fait que, est-ce que ces diplômes, elle les a? Est-ce que c'est pas juste, même si elle les a, c'est pas l'argent de son père qui lui a permis de les avoir? Ça a permis tout ce genre de choses. Avec mes relations avec le barreau de Bruxelles, tout de suite, c'est ce que je comprends. Je sens très bien qu'il y a un doute, on se dit non, c'est pas vrai, ça peut pas être une avocate. Il n'y a pas d'interrogation sur le fait, mais comment elle le vit, mais qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut l'aider à véritablement devenir une avocate à part entière. Mais il y a des diplômes qui sont là pour, je dis naïvement, il y a des diplômes. Oui, mais c'est pas là. Mais vous savez que le Cameroun, malheureusement, a la réputation d'être un pays où on fait du faux. Et la raison pour laquelle je lis tout cela, et qu'on en parlera, c'est lié avec l'histoire de mon père, c'est que ça, c'est ma conviction. Mais les organes onusiens le détermineront. Qu'il y a comme ça, il y a eu des murmures, parce que ça arrangeait, qui venaient du Cameroun pour dire « Non, vous savez, il n'est pas véritablement ce qu'elle paraît être. On se connaît. » Ce qu'on en voit, ce que le haut du Cameroun renvoie à des institutions comme le barreau de Bruxelles, qui à force de m'entendre crier, qui à force de m'entendre, qui m'ont vu dans des situations où quand même il était évident qu'il y a quelque chose qui se passait. Il fallait que des autorités camerounaises, locales, comme un ambassadeur, comme d'en haut, disent autre chose. Et qu'ils l'envoient, eux, avec cette force-là, en disant « Mais non, on se connaît, c'est pas ça. » Et comme la Belgique, ils sont habitués au faux Camerounais. Ils sont habitués à des histoires qui sont abracadabrantes, voilà. Où on se dit non mais encore c'est encore ça, voilà. Voilà, ce sont les mêmes, ils sont tous les mêmes. Ça peut pas être ça. Elle peut pas être qui elle dit qu'elle est. Vous savez, la Belgique est un État qui est très ouvert. C'est un des rares pays à avoir, par exemple, inclus dans leur constitution de droit des personnes en situation de handicap. Il y a cela. Et il y a ce courrier du 22 août que je reçois de la bâtonnière, de Marie Dupont, qui m'appelle Madame, qui dit si vous êtes encore membre d'un barreau, toutes ces suppositions-là qu'on ne se permettrait pas avec quelqu'un d'autre, surtout quelqu'un qui est en situation de handicap, on se l'est toujours permis avec moi. En commençant d'abord par le doute et en disant mais ok, si elle est celle-là et qu'elle demande de l'aide, des accommodements, ça veut dire qu'elle ne peut pas être ça. Il y a autre chose là et donc on ne veut pas entendre parler. C'est un problème. Voilà. Et Christelle, que vous êtes avocate, même si certains en doutent, donc vous êtes armée, vous êtes outillée sur le plan juridique pour vous défendre. Oui, j'ai toujours pensé, Madame Chouaki, que les choses seraient aussi simples que ça. C'est même une des raisons pour lesquelles je fais du droit. Moi, vous le savez, l'écriture, c'est ma passion. Le droit, c'est un peu... Voilà. J'ai toujours pensé que, vu mon histoire personnelle, il était essentiel pour moi d'être armée, d'avoir le droit de pouvoir toujours dire « mais les textes disent ça, les textes disent ça ». Mais malheureusement, pour moi, il y avait ce truc-là, le handicap. Le handicap qui faisait qu'il y avait des choses que je n'étais pas capable de faire. Il y avait le dernier conseil de l'ordre du barreau de Bruxelles se passe en février. Moi, je ne peux pas y être pour des raisons qui sont évidentes. Je suis dans une situation particulière. Il y a ça. Et ils le savent. Mais on teste ça pour après faire de ce que mon handicap ne me permet pas de faire quelque chose qui prouve déjà quelque chose qui soupçonne. Si elle ne le fait pas, ça veut dire qu'elle ne peut pas être avocate. On ne dit jamais « Ah, il y a un problème là de handicap. Il y a un problème d'une histoire personnelle qui est très très chargée et qui fait que ça devient la chose principale. » Donc, une instrumentalisation. Ensuite, il y a un déni et il y a des choses qu'on ne fait pas
parce qu'on dit ah mais qu'elle se débrouille. Voilà. Voilà. Alors, ce qui est terrible et que moi je peux entendre, puisque je travaille quand même beaucoup là-dessus à RFI, c'est qu'il y a un lien entre cette histoire d'une avocate qui vit un handicap et ce qu'on appelle le fait colonial. Et Oui. ce qui est intéressant dans votre trajectoire, Christelle, vous me l'avez confié, c'est que l'histoire coloniale, ça vous a pas toujours vraiment interpellé, intéressé. Il y a eu un processus de prise de conscience qui s'est mis en place chez vous. Oui. Moi, si vous voulez, vu l'histoire que j'ai, qui est déjà très longue, vu le handicap, on n'a pas envie d'ajouter autre chose à ça. C'est déjà très difficile de gérer sa propre histoire sans commencer à ajouter l'histoire du passé, sans avoir... Voilà, même déjà accepter que le handicap était quelque chose de lourd a été un long processus pour moi. Je ne le dis jamais. Quand je suis inscrite au barreau de Washington DC, je ne le dis jamais. Quand je suis inscrite au barreau de Bruxelles en 2014, je ne le dis jamais, je suis en situation de handicap, alors que je suis à Bruxelles après une amputation et que c'est l'infection qui fait que je suis là. Mais jamais je ne le dis, parce que je pense que c'est quelque chose de privé et que ça me concerne. Le fait colonial, je le sens justement avec cette... c'est une odeur, si vous voulez. Longtemps, je me dis, mais ce doit être moi parce que j'ai besoin d'être vue qui interprète mal les choses. Ce doit être moi qui ne comprends pas. Ce doit être moi qui est susceptible, en fait, qui suis susceptible. Je me dis, non, ça peut pas être ça. Hein. Peut-être que je m'exprime mal, peut-être que je ne sais pas communiquer. Il faut, Madame Choueki, vivre des situations qui sont tellement violentes, où lorsqu'on ne les voit même pas, là vous vous dites, ok, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Moi, durant toute la pandémie, je vous donne, c'est un exemple vraiment où ça me heurte en plein visage. Je la passe avec quelqu'un qui n'aime pas ma gueule. Voilà, qui n'aime pas ma gueule. C'est quelqu'un qui n'aime pas ma gueule. Voilà. Et il y a ça commence par j'aime pas ton langage. J'aime pas la façon dont tu nettoies. Il y a même cet épisode-là où on est en plein hiver et lui va bosser et on a le chauffage, le chauffe-eau qui est en haut. Il faut monter pour le mettre. Il choisit, lui, de l'éteindre. Sans très bien que je ne pourrais pas aller jusque-là. Il le fait. Et je me retrouve comme ça, là, et je me dis, qu'est-ce que je fais? Mais moi, je prends mes béquilles, j'ai une prothèse, mais je prends mes béquilles, je monte jusque là-haut. Il faut ce genre de choses où on se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et c'est là que je me dis, mais Christelle, est-ce qu'on ferait ça à quelqu'un qui est en situation de handicap et qui ne vient pas d'un lieu comme ça aussi, où il y a des choses qu'on ne sait pas interpréter, mais on se dit, il y a beaucoup de présomptions sur le fait qu'on ne mérite pas d'être là, que de toutes les manières, ça ne peut pas être ça. Donc il faut ce genre d'événement. Et même là, je me dis, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Parce que c'est toujours facile, c'est plus simple de dire, non, mais qu'est-ce que moi, je communique mal? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? Mais ce genre de choses, ça, je parle d'un truc que j'ai vécu, mais ça se répète. Où chaque fois, il y a un truc, c'est évident que je ne peux pas le faire. Ou comme pour parler belge, je ne sais pas le faire. Mais on me dit quand même, mais c'est comme ça. Ou quelqu'un du barreau de Bruxelles me dit, on n'est pas une organisation sociale. Non, vous étiez handicapé avant. Et qu'est-ce que ça peut nous faire? Non, votre part, il est riche. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quoi, en fait? Voilà. Pourtant, la Belgique a quand même un des pays les plus ouverts en termes de handicap. Mais dans mon cas, ça passe mal. Oui. On ne l'entend pas. Dans votre cas, vous ne tombez pas du ciel, Christelle. Vous venez d'une longue histoire, d'une lignée. L'histoire coloniale, elle est inscrite, on va dire, dans votre généalogie.
Donc vous faites Oui. le lien avec la figure centrale de votre histoire, c'est Fotso Victor, votre père. Mhm. Rapidement, qu'est-ce qu'il faut que l'on sache? Fotso Victor qui a eu la Légion d'honneur. Mhm. Vous allez nous le dire sans doute. Oui, mais vous savez, c'est ça qui est, comment vous dire, c'est ça qui est étonnant dans mon histoire. J'ai toujours voulu avoir ma propre existence. C'est une des raisons pour lesquelles je pars du Cameroun. Mon père, il est camerounais, voilà, un des premiers capitaines d'industrie du continent, un des hommes à un moment les plus riches du Cameroun et du continent. Il a cette histoire-là. Il naît vers 1926, donc il a des liens qui sont très 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 étroits avec la France. Il vient pour la première fois en France en 1959. Il a eu des sociétés sur tout le territoire européen et tout cela. Mais moi, quand je pars du Cameroun en 93 pour aller prendre les États-Unis, je me dis, j'échappe à ça. Je me dis, jamais, voilà, parce que les Américains, le Cameroun, ça ne les intéresse pas. Mais ce que je ne veux pas voir, c'est que je le veuille ou non, je suis la fille de mon père. Et je suis la fille de ça, de cet homme-là euh, qui a créé un empire, qui a des liens. On ne reçoit pas la Légion d'honneur française si on n'a pas des liens avec des gens importants en France. Et je me rends compte, c'est ça aussi le problème, c'est qu'on ne parle pas. Mon père, il ne racontait pas sa vie. Il a commencé à le faire bien plus tard, quand tout ce qui m'arrivait était déjà là. Où il dit, par exemple, moi j'étais à Barcelone, je connaissais tel. On réalise ça. Je me souviens, un déjeuner à Bordeaux. Ouais, Bordeaux, c'est la ville de Pierre Castel. Où je suis avec des gens et ils me disent, ah, votre père, c'est Fotso Victor. Je dis, wow. Je me dis, des Bordelais, ils savent qui il est. Mais ça, vous voyez, je ne le vois pas, je ne le sens pas. Mais c'est partout. Et je me rends compte de ce que c'est, mais je me rends compte qu'en même temps, malheureusement pour moi, euh, je n'ai que le blowback. Le blowback, ça veut dire ce qui vient, c'est le contraire du positif. Ce nom en général, il vient avec des privilèges. Euh, on a accès à beaucoup de choses. Mais moi, parce que les sociétés camerounaises et africaines en général sont très validistes, sont très comme ça, le patriarcat, quoi. Le fait que je sois la fille handicapée de Fotso Victor, ça ne m'aide pas. Mais je vous Sur- arrête de... Est-ce que oui, vous direz que le trajet de Fotso Victor, votre père, c'est juste un parcours de réussite exceptionnelle? Est-ce qu'il a échappé aux stigmates de l'histoire coloniale? Même c'est en rayon, impossible. ouais. On parle de lui comme Non, du non, Baudelaire africain. oui, mais justement, je pense que il y a l'histoire officielle de Photo Victor et il y a l'histoire, passez-moi le terme, mais officieuse. Il y a cette histoire d'une réussite incroyable, de quelqu'un qui échappe à ça, qui sait pas lire, qui sait pas écrire. Mais c'est moi qui le dis, les gens ne le savent pas. Mon père, il savait pas lire, savait pas écrire. Donc le fait qu'il arrive là où il est montre véritablement qu'il est exceptionnel. Mhm. Il comprend très vite les règles du jeu. Il sait très bien quelle est sa place. C'est ça la force de mon père. Et il sait lire les autres. Il comprend les Français, il comprend ses partenaires. Et il sait très bien que pour réussir, il faut toujours qu'on ne le voit pas venir. Mon père ne le voyait pas venir. On ne pouvait pas imaginer que il pouvait arriver là où il est. Donc c'est ça qui a fait on lui a ouvert la porte. On pensait qu'il allait servir voilà, qu'il allait être un pion, si vous voulez. Donc c'est ça le truc. Donc il y a cette histoire-là. Mais sa fin aussi montre, donc réussite extraordinaire qui montre qu'il devait avoir des qualités pour réussir ça, en étant, euh, en ne sachant ni lire ni écrire. Puis il y a sa vie, où ce qu'on dit en disant oui, mais il a fait tout ça, mais c'était un polygame. Beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Voilà. Et puis il y a l'histoire officieuse de cette fin-là. Comment il meurt seul à l'hôpital américain de Paris, en France, à Neuilly. Euh, qui dit beaucoup aussi de ce déni institutionnel.
du fait qu'il ne peut pas avoir été qui l'histoire officielle dit qu'il est et mourir comme ça. Et comme que ça, moi, je subis ça. Voilà. En 2017, ma première plainte en France, c'est pour demander qu'on l'accompagne. Parce qu'il est un vieux monsieur, né vers 1926. Quand on dit Madame Chouaki née vers 1920, ça veut dire qu'il était probablement plus vieux que ça. Voilà, on ne sait pas, mais probablement. Voilà. Donc, à ce moment-là, comme dans tout ce genre d'empire, il y a des pressions. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Il y a un vieux monsieur qui a longtemps tout contrôlé. Donc, avec l'âge, ça devient beaucoup plus difficile. Mais parce que, encore une fois, ça c'est le colonial. J'alerte sur les risques. Il est en France quand j'alerte. Je parle de maltraitance. Je dis des choses fortes. On ne peut pas entendre ça pour quelqu'un comme Fosso Victor venant de moi, avocate. À l'époque, encore une fois, je suis au barreau de Bruxelles. Je suis au barreau de Washington DC. Donc ces deux barreaux-là, je porte cette accusation-là. Même si le système judiciaire ne veut pas intervenir. Ces gens-là qui lui ont donné la Légion d'honneur française doivent au moins s'interroger pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Mais le blowback qui arrive là, c'est qu'on utilise le handicap pour éteindre ça. Il y a ce contraste-là. Moi, naïvement, Madame Chouaki, moi je vois mon père et je me dis ah, mais il y a la jurisprudence Bettencourt. On sait quand même que ça existe. Mesures de protection. Je dis, non, mais voilà ce que je dis. Je dis des choses graves. Et je dis, il est là en France. Il est dans ses appartements parisiens. Je dis, il est abusé. Il y a quelque chose qui se passe pas. Il a pris un avion privé. Au lieu d'être avec, on met un homme de cet âge-là, pas à l'hôpital. Il n'est pas accompagné par le personnel médical. Et je dis, c'est... Allez-y. Oui, il n'est pas accompagné par le personnel médical. Oui, il prend un avion médicalisé parce qu'il est dans une condition fragile. Et là, quand il arrive en France, au lieu de le mettre dans un hôpital, vu son âge, vu son état, on le met plutôt dans son appartement tout seul. Et moi, j'alerte d'abord l'ambassade de France au Cameroun, qui me disent, mais non, c'est une affaire privée, on ne peut pas s'en mêler. Donc je continue de me dire que non, mais c'est pas possible. À un moment, quelqu'un va intervenir par rapport à ça. Donc, ce genre d'histoire-là, très compliquée, dont j'ai déjà parlé, je ne comprends pas ce qui se passe. Je me dis, mais est-ce que c'est moi qui ne m'exprime pas bien? J'ai quand même ce parcours professionnel-là. Je dis quelque chose avec... en étant avocate. Je parle de ça. Et on ne parle pas de n'importe qui, on parle de Fosso Victor. Ce qui est très parlant aussi, dans la fin de son parcours, c'est la messe que vous organisez aux Invalides. Oui, quand il meurt, il y a une mascarade autour de son procès. Encore en France, il y a un procès pour savoir comment organiser les obsèques. Et là, c'est le Cameroun qui intervient pour dire non, il faut que ça revienne, si vous voulez, le corps. Et son corps quitte le territoire français, parisien, sans une messe. Et moi qui suis comme ça, bloquée par toute cette chose-là dont je parle dans ma plainte, je me dis qu'est-ce que je peux faire? Et donc j'écris aux autorités pour demander une messe aux Invalides. On me l'accorde. Je me dis à ce moment-là que c'est le moment pour tous ceux qui ont eu des rapports avec lui de venir lui rendre hommage. J'en parle, j'écris une lettre à Pierre Castel en lui disant voilà ce que je fais. Redites-nous qui est Pierre Castel, rapidement. Pierre Castel, c'est un des partenaires historiques de mon père et c'est une des plus grandes fortunes françaises. C'est lui qui a Nicolas et beaucoup de grands vignobles à Bordeaux. Voilà. Et il est toutes sur le continent africain, il y a les brasseries du Cameroun, toutes ces brasseries-là, c'est lui, la bière. En Afrique, c'est la bière. En France, en Europe, c'est le vin. Voilà. Donc, c'est une des plus grosses fortunes françaises. Ça, il tient des compagnons de route de mon père, de Fosso Victor. Donc, moi, parce que j'avais déjà eu quelques rapports avec lui, je lui dis, je vais organiser la messe. Voilà. Et il y a un de ses lieutenants qui me dit sera là. Et la messe, Madame Chouaki, il y a pratiquement personne.
Bon, vous me direz, Christelle, on est en pleine pandémie. Les gens de cet âge, ils ont peur. Une des rares personnes qui était là, c'était Bonduel, qui a les brottes de conserve. Voilà, voilà. Et on a cet échange après la messe où il me dit, Madame Fosso, je dois vous dire quand même que vu qui votre père était, vu ses liens, vu ce qu'il a fait, il est scandaleux que je sois le seul qui soit là. Et j'ai quand même fait l'effort, Madame Chouaki, de toutes ces organisations-là, le MEDEF Afrique, de donner le mot d'ordre pour dire que les gens doivent être là. Voilà. Donc, tout Fosso Victor qu'il était, oui. Il est resté, je vais employer une expression qui est peut-être choquante, mais les faits réels montrent qu'il est resté quoi? L'indigène, le bel indigène de la République? Oui. Le mot que j'ai utilisé après pour parler de ça, c'est de dire il se rend compte à la fin de sa vie, quand il meurt seul, qu'il est un nègre. Que toute sa réussite ne l'a pas aidé à échapper à ça. Elle a plutôt aidé tous ceux qui pensaient que ce n'était pas sa place. Parce que, Madame Chaki, c'est une question de place. C'est ça que j'ai en commun avec mon père, en fait. À un moment, on se retrouve dans un endroit où on nous fait comprendre que ce n'est pas notre place, qu'on n'a pas de légitimité à être là. Il y a un déni institutionnel, où on vous dit non, vous n'avez pas, en dépit de ce que vous pouvez faire. Il y a toujours des doutes. Est-ce que sa fortune est véritablement réelle? Est-ce qu'il n'a pas triché? Voilà, de toutes les manières. Et puis même... Qui émet ces doutes? Ça commence, ça c'est là où il y a ce jeu très vicieux entre les anciens colonisés et les anciens colons. Donc c'est les deux. Les anciens colons, pour eux, noir c'est noir. En fait, ils n'aiment pas. Ça c'est mon point de vue. On veut toujours dire il n'y a pas de différence entre les noirs. Vous savez, ça me rappelle de cette Gérard de Villiers, ce qu'il disait. Il disait je me sentirais toujours plus proche d'un blanc con que d'un noir intelligent. Donc il y a ce truc-là, où on pense que noir c'est noir. Donc voilà. Donc quand on voit quelqu'un comme Fosso Victor qui réussit ça, qui en acceptant de jouer ce rôle-là quelque temps, il joue le con, je sais pas lire, je sais pas écrire, mais il retourne tous ses préjugés-là contre le système, en fait. Et il devient Fosso Victor. Mais à un moment, il oublie, se dit, ah, mais j'ai prouvé quelque chose dont je ne suis plus ça. Ce que j'ai accompli fait qu'on ne peut plus me voir comme ça. Mais il se rend compte au bout que non, c'est ça. Donc, les anciens colons qui font partie de l'establishment politique. Oui, sont avec les anciens colonisés, le pouvoir politique au Cameroun, qui n'aiment pas quelqu'un qui est too big to fail, qui a ce poids-là, qui a trop d'argent, qu'on ne peut plus véritablement mettre la main dessus. Donc il faut trouver quelque chose pour le fragiliser, pour le délégitimer, pour faire qu'il ait moins d'influence au Cameroun, qu'il redevienne le rentré dans la machine, dans le système, faire en sorte qu'il ne puisse pas s'échapper. Vous savez, beaucoup de gens disent oui, mais pourquoi Fosso Victor a fini par soutenir Paul Biya, le président du Cameroun. Et moi je rigole toujours, je me dis mais vous n'avez non. Vous pensez qu'il devait faire quoi? Il devait aller où? Quand on a autant, qui devait le protéger? Voilà. Ce qui lui est arrivé, même si, comme tous les gens de son époque, et comme ce que Pierre Castel fait en allant en Suisse, mon père va en Suisse, il prend une gestion de fortune. Mais figurez-vous, Madame Chaki, ça ne suffit pas. Il se fait quand même avoir. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que... Il se fait avoir par... Il se fait avoir par sa gestionnaire de fortune. Par ces gens dont je parle dans ma plainte, qui utilisent son fils contre lui. Parce que noir, c'est noir. On préfère le noir qui joue le jeu, qui est moins imposant, qu'on peut instrumentaliser que quelqu'un comme Fosso Victor qui a le poids de l'histoire avec lui, qui a une prestance, qui a fait des choses,
qui a voilà, du volume, voilà, qui a de la matière, qui a du gras, si vous voulez. On prend quelqu'un comme Yves-Michel Fotso, je l'appelle le concre de macaque, voilà, pour le mettre là, et on détourne. Votre frère aîné, hein, le fils aîné. Oui, un demi-frère, voilà, qui, en comprenant bien le système, comprend que son père n'est pas, voilà, il joue ce jeu-là, voyant qu'il y a beaucoup d'enfants et tout ça. Allez-y. Il comprend qu'il est malléable. Votre père est malléable. Oui, il comprend. Non, il comprend il comprend le système et il comprend que les choses changent. Il comprend, il voit ce que mon père lui ne voit pas. Il comprend qu'une des cartes qu'il peut jouer, c'est de retourner la force de mon père contre lui et faire des deals avec le système, avec ses amis. Ce que mon père me dit à un moment, c'est que tous mes anciens alliés se sont ralliés à lui. Et ça lui a permis, en fait, d'utiliser la gestionnaire de fortune, que je nomme dans ma plainte, Catherine Crochet, pour détourner les avoirs suisses et beaucoup d'autres. Voilà. Donc, comme toutes ces fortunes-là, vous savez... Il est donc victime d'une colonialité de part et d'autre. C'est-à-dire... Absolument. Et ça c'est très, très difficile. Du côté des Blancs, comme du côté des Camerounais ou des Africains qui marchent main dans la main avec le système des Blancs. Oui, il ne peut pas y échapper. Il peut pas. J'ai un épisode pour vous qui montre ça. Début des années 2000, il va en France. Ça, c'est après que son fils soit arrêté. Parce que Yves-Michel Fotso, le concre de macaque, a été condamné à 2 fois perpète. Mais le processus a été très très long. Il va en France. Des immeubles qu'il a. Il se rend compte que, en dépit, la France est un état de droit. Mais que Yves-Michel Fotso a quand même réussi à les détourner. Ah, voilà. Il va dans ses bureaux à le volapérer à lui. Et figurez-vous, Madame Chouaki, que Fotso Victor, qui vient pour la France pour la première fois dans les années 50, ne peut pas entrer chez lui. Parce que les clés ont été changées. Moi, je ne sais pas. Peut-être que c'est l'émotion qui parle et que je n'arrive pas à raisonner comme une avocate. Mais je ne pense pas que ça se passe en France à un homme comme Fotso Victor s'il n'y a pas le réflexe, voilà, ce truc colonial-là. On n'imagine pas, tout le monde sait que c'est lui qui l'a fait. Mais il y a quand même son fils qui réussit à convaincre des gens voilà. Imaginez quelqu'un de l'âge de mon père. Dans les années 2000, il avait probablement presque 80, voilà. Il va chez lui et il peut pas, les clés ont été changées. Il y a des huissiers qui ont quand même accepté ce genre de procédure. Ça s'est passé comme une lettre à la poste. Et ça me rappelle, voilà. Donc quand je vois les invalides où il n'y a personne, je comprends ça. Quand je me rappelle, voilà, quand j'alerte la France en disant, mais ça va pas, et qu'on ne fait rien. Et je me revois, moi, dans des situations où aucune autre avocate, surtout en situation de handicap, ne vivrait ça. Ça ne se passerait pas. C'est-à-dire qu'à un moment, le bâtonnier, même s'il pense que, voilà, il dirait, on ne le fait pas. Surtout en Belgique, on dirait, c'est pas possible. Mais dans mon cas, comme dans le cas de mon père. Vous êtes, Christelle, la fille de cette histoire et vous êtes donc vous-même la fille de l'indigène et vous êtes ramenée vous-même à un statut d'indigène dans ce monde-là. Tout le temps, où on me fait comprendre que non, mais c'est trop beau pour toi. Mais qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse? Oui, mais voilà, guys like that. On vous dit, mais c'est pas possible que tu es en train de vivre. Il n'y a jamais un moment, Madame Chouaki, où on entend ce que vous dites. Et on vous dit, non, mais quand ça s'est passé? Mais on agit comme si, 1, ce n'est pas possible. Et 2, même si c'est possible, vu votre... Il y a un problème avec vous, vu votre comportement, c'est pas... les gens peuvent mal réagir, quoi.
Voilà, il y a un tiens, vous vous prenez comme, voilà, pour ce que vous n'êtes pas. Quel était le lien avec votre père, Futso Victor? En sous-texte, mon autre question, c'est pourquoi ne vous a-t-il pas mis à l'abri financièrement? Ça, c'est la question que moi, parce que je pense comme une Américaine, je me suis longtemps posée. Et notre lien, c'est ça qui montre aussi mes incompréhensions à moi. C'est-à-dire que il y a, j'ai longtemps vu mon père comme les autres le voyaient, sans comprendre qu'il y a une autre manière de voir les choses. Voilà. Bamileke, Banjoun, autre chose. C'est pas la même vision du monde. Mais ma relation avec lui a toujours été extraordinaire. Moi, je suis sa fille handicapée. C'est-à-dire que la société camerounaise, les sociétés camerounaises lui auraient pardonné de me déconsidérer, de me mettre à la porte, de ne même pas de dire non, de me prendre comme un poids, comme une humiliation et tout cela. Mais c'est pas ce que lui il fait. D'abord, il me laisse aller aux États-Unis très tôt, 93, et durant tout mon parcours, parce qu'il était déjà très vieux, il me dit va vite, il faut que tu me dises ce que tu veux faire. Il faut que je te mette à l'abri justement. Il me le dit. Mais ce que je comprends par la suite, avec ce qui s'est passé, avec cette prise de conscience, c'est que vu ce qui s'est passé avec son fils, il réalise la dangerosité du système. Il réalise que avec tout cet argent, c'est un problème. Ça attire beaucoup de gens, ça attire des ennemis, ça crée des problèmes. Et il voit très bien que moi, j'aime m'appeler la reine du déni. Il y a des choses que je ne vois pas. Il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne sais, j'ai du mal à... Il y a beaucoup de choses que je ne vois pas. Et ce qu'il fait, et ce que je découvre plus à part, c'est ça, c'est qu'il se dit, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'un vieux papa Bamileke, d'un vieux Banjoun, il réalise que mon handicap m'ayant permis, n'ayant pas été un problème pour moi pour devenir avocate, s'il gère les choses comme ça, c'est-à-dire en me mettant à l'épreuve, en me laissant apprendre, réaliser la dangerosité de cela, je vais finir par comprendre. Et il se dit surtout que les autres ne pensant pas qu'ils puissent m'aimer moi, qu'ils puissent voir en moi une héritière, disons. Voilà, quelqu'un qui peut mettre son nom haut, feront beaucoup de choses. Et donc, il donne le temps au temps et il me prépare en me disant tout le temps, tu es seul. Mais ce n'est qu'une question de temps. Et je pense, mais c'est difficilement avec ce que je vois, c'est difficilement compréhensible de l'extérieur, puisque il avait un cœur, très difficile. il avait un cœur, Je suis d'accord. Il avait un Mais je pense que ça, il faut comprendre. Oui. Non, il faut comprendre. Il faut comparer cela avec Yves-Michel Futso, l'enfant à qui il donne tout. Comment lui, ce que lui devient. L'enfant à qui n'est pas handicapé, qui n'a pas fait d'études, voilà, et tout ça, à qui quand même il demande, en réalisant que ses partenaires français peuvent le tromper, il se dit, je vais d'abord je vais laisser un de mes enfants le faire. Être mon partenaire et essayer, on va voir, je vais faire confiance à mon sang. Il réalise que ça ne marche pas. Qu'en donnant trop, il y a tellement de risques que voilà, ça ne donne pas. Trop d'argent, trop de privilèges, trop de tentations. Voilà. Sans expérience, sans sagesse. Voilà. Ce que je comprends, Madame Joachim, c'est que autant d'argent sans éducation, il faut du discernement, il faut avoir un vécu, il faut comprendre les enjeux. Sinon, il faut comprendre l'histoire, il faut savoir ce qu'on ne fait pas. Il faut comprendre le passé, il faut être ancré dans les valeurs bandjounes, il faut comprendre. Sinon, ça marche pas, sinon ça pète, ça pète. Il était
Il était conscient quand même que de votre situation, c'est-à-dire celle d'une avocate qui a fait ses études aux États-Unis, qui a réussi, qui revient diplômée avocate, mais qui est dans une situation difficile, pour ne pas dire plus, qui vit la débrouille. Il était conscient de ça? Oui, mais je pense que il s'est retrouvé dans une situation qu'il n'avait pas prévue. Il faut comprendre que mon père vit, lui et Castel sont les derniers. Lui et Pierre Castel sont les derniers de leur époque encore vivants. Donc Pierre Castel, même génération. Pierre Castel aujourd'hui a 96 ans. C'est la même génération. Donc il a eu le temps de voir. Il a eu le temps de voir ce qui s'est passé dans d'autres, voilà, dans d'autres successions. Il a eu ce temps-là. Ce qu'il n'avait pas vu, parce qu'il commence à aller en Suisse tôt, il pense. Surtout qu'il ne pensait pas venir vivre aussi longtemps. On ne vit pas longtemps, qu'à mon âge, voilà, on meurt très 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 jeune. Voilà, 70 ans, c'est énorme déjà. 90, presque 100, c'est incroyable, il n'y croyait pas. Mais ce qui lui arrive, c'est qu'il se rend compte que son fils ne peut pas lui avoir fait ça sans que le système ne se mette avec lui. Et donc là, il sent le danger. Et ça, c'est là où c'est la notion du monde bamileke. Il se dit, je ne peux pas exposer l'avenir. Je ne peux pas... Il faut bien que ça se règle. Imaginez, vous êtes un indigène, vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire, vous devenez photo-victor. On vous vole une grande partie de l'œuvre de votre vie. Et là, à ce moment-là, vous vous dites, mais moi, c'est ce que je comprends aujourd'hui. Mais je ne peux pas mettre Christelle là. Elle va se faire exploser. Longtemps, quand il me disait, faut que tu saches ce que tu as envie de faire, faut que tu fasses ça, il réalise que non, mais je peux pas. Il faut qu'elle comprenne. Parce que sinon, de toutes les manières, elle va se faire écraser. Non seulement par les autres, mais surtout par les nôtres. Il le comprend. Mes diplômes ne me rendent pas service. Quand vous dites j'ai réussi, mais oui. Mais vous imaginez, je suis l'enfant on pensait pas qu'elle devait réussir. Et le fait que j'ai réussi, ça ne me légitime pas. Au contraire. Ça fait qu'on est encore là en disant, oh là là, celle-là. Cette exaspération-là, j'exaspère tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire le barreau, voilà. Oh, mon Dieu. Non. Voilà. Et le fait que je pense même que mes diplômes me donnent le droit de parler, me donnent un quelconque savoir, alors que ma jambe montre le contraire, ça exaspère encore plus. Et donc je pense que lui, il a compris ça. Je ne pense pas que quand je vois la violence de ce que je vis, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas ce que j'ai pensé, parce que longtemps je lui en ai voulu comme vous. Voilà, j'ai pensé comme vous, mais pourquoi elle m'a pas mis à l'abri? Mais quand je vois le blowback, quand je vois les attaques, quand je vois tout cela, quand je vois que ce n'est pas terminé, alors qu'il est mort en 2020, ça va faire 6 ans en mars prochain, je comprends qu'il y a autre chose, qu'il y a une fortune là immense, et qu'il y a des tentatives comme ça, encore une fois, de ne pas voir ce qui se passe. Et Alors, parce que je suis vulnérable, c'est à moi. Allez-y. ne pas voir, ne pas entendre, l'un des mots-clés, on l'entend pour ceux qui veulent entendre. C'est le mot déni, majuscule, sur cette génération qui est toujours inscrite dans un système colonial et dont vous êtes l'enfant, Christelle. Les silences de l'histoire coloniale ne vous ont pas tout de suite intéressé. Et maintenant, ils sont là et ils commencent peut-être à vous parler. Est-ce que on va parler d'une lettre que le président français a envoyée au président camerounais? Est-ce que dans cette lettre d'Emmanuel Macron à Paul Biya, vous détectez là aussi des silences d'ordre colonial? Mais d'abord, je vais commencer en disant que je suis obligée de m'intéresser à l'histoire coloniale parce que ça m'aime jeter la figure. Il y a comme ça, il est impossible pour moi de juste faire Mais vous savez, cette lettre de Macron
au président du Cameroun, Paul Biya, qui est en campagne électorale, parce qu'il y a des élections au Cameroun le 12 octobre. Ce qui est bizarre, c'est que le président Macron l'écrit à Paul Biya et pas au Camerounais. Donc déjà, il y a un choix intéressant de l'interlocuteur. Il pourra écrire au Camerounais, à la nation camerounaise. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que la lettre est écrite le 30 juillet. On prend des extraits qu'on rend publics et qui sont dans tous les journaux, sont les mêmes extraits. Il n'y a pas de lettre. J'ai cherché la lettre et elle n'existe pas. Le 12 août. Et ce qu'il dit, il dit, il y a cette commission-là que la France a créée pour, interroger l'histoire. C'est très, c'est le seul. Ça concerne la restitution des biens. Non, c'est par rapport à l'histoire. Pour beaucoup d'historiens, il y a un génocide au Cameroun. Dans la partie où mon père, à l'ouest du Cameroun, la région de l'ouest, il y a eu des massacres. Et c'est ça que Macron reconnaît, le président Macron reconnaît. Mais pour le reconnaître, il crée une commission. C'est-à-dire que la France, qui est accusée, a pris la puissance coloniale, il crée une commission. Voilà. On dit franco-camerounaise. La commission, c'est la commission Ramondi Blassi. Donc on prend des Camerounais triés par la France, avec des historiens. Et là, ce que Macron dit au président Paul Biya qui est en campagne, le président Paul Biya qui est de la génération de mon père, 92 ans, et il lui dit, cette commission a dit que certains faits, il y a une guerre coloniale qui a continué même après les indépendances. Il ne présente pas d'excuses, il dit, je suis obligé de reconnaître, voilà, le strict minimum. Mais la lettre, elle n'est pas publique. On rend des morceaux de cela publics. On fait le service minimum. Il ne dit pas. C'est à Paul Biya, qui est considéré, comme il le dit lui-même, comme le meilleur élève de la France. Et ce qu'on comprend, c'est que Macron, en fait, montre bien que pour la République française, le président Paul Biya est leur choix pour la campagne de 2025. Et ce qui m'interroge, moi, vous savez, je pense à cette citation de Roland Barthes. Roland Barthes a écrit un bon livre sur le Japon. Et il a ce mot-là, il dit, il faudra... Exactement. Bravo, Madame Chouek, vous m'impressionnez comme toujours. Où il dit, il faudra faire un jour l'histoire de notre propre obscurité. De notre propre obscurité. Et il parle de ce que les Français, les Occidentaux ne savent pas du Japon. Il dit inconnaissance. Il ne dit même pas méconnaissance. Et quand en lisant la lettre du président Macron, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à moi qui lui ai déjà écrit 2 lettres ouvertes, qui sont restées toujours sans rien. Il n'y a jamais rien qui me montre que je suis vue, que je suis entendue. Il y a comme ça une volonté qui, quoi que je fasse, quoi que je vive, de ne jamais même me dire officiellement, ce n'est pas vrai. Il y a toutes ces plaintes-là qui sont classées sans suite. Je peux me faire violer. Vous savez, une des écrivaines que j'admire le plus, c'est Arundhati Roy. Elle dit, l'impérialisme, c'est... Parler du colonialisme, c'est un peu comme parler du viol. Qu'est-ce qu'on dit, en fait? On va dire quoi? On va dire, did you like it? Vous avez aimé ça? Voilà. Donc, ce que Macron dit, je vois ça, quelqu'un qui est de ma génération, Macron. Voilà. Il a 1 an de plus que moi, c'est tout. Je me dis toutes ces phrases. Il a été au Cameroun, c'est un des premiers pays qui va, après sa réélection en 2022. Il va au Cameroun. Et il ne voit pas le Cameroun. Il va voir, il y a des Noirs que j'aime beaucoup. Il y a des étudiants qui ont passé toute la journée. Il atterrit à Yaoundé en pleine nuit. Il y a des étudiants camerounais qu'on a payés pour être là, donc qui le reçoivent en dansant comme ça et tout ça. Et moi, c'est ça ça résume assez bien cela. Face à cela, Madame Chouaki, le choix, il est clair. Soit on fait tout ce que tout le monde veut que vous fassiez. Vous disparaissez. Vous vous dites, ok, je vais survivre dans ma marmite. Je vais laisser les autres décider qui est mon père, quelle est mon histoire. Soit à un moment, vous vous dites, ok, on va laisser l'ONU décider. Et mettre le barreau de Bruxelles, le barreau de Washington DC, ces États, face à leurs responsabilités.
au moins qu'ils disent officiellement ce qu'ils disent en off sur moi. Comme ça, les gens pourront l'entendre. Et si c'est moi qui suis la pire personne en situation de handicap possible, ce sera établi et je pourrai enfin vivre autre chose. C'est le but. C'est que l'ONU force la France, l'Espagne, la Belgique, la Suisse, le Cameroun, Singapour, à prendre la responsabilité, tout comme le barreau de Washington DC et de Bruxelles. Voilà, arrêter ce déni avec lequel je dois vivre. Parce que moi, je ne sais, j'ai tout essayé. Personne ne veut se retrouver là à essayer de raconter quelque chose qui n'est pas racontable. Et que personne vraiment, voilà, fille de mi, voilà, longtemps, ce qu'on utilise pour m'effacer, fille de milliardaire. On parle jamais de mon handicap, c'est pas important, une fille de milliardaire qui râle. Ça permet au Camerounais de dire, ah mais celle-là, son père, le sait, il a volé, voilà, c'est l'argent du Cameroun. Et aux Français de dire, mais elle se plaint de quoi? Si elle n'a pas pu y arriver, comme la bâtonnière du barreau de Bruxelles, dire, de toutes les manières, on vous a laissé, vous voulez quoi? On n'est pas une organisation sociale, on n'est pas, qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Bon voilà, c'est le but, ça reste compliqué. Mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas d'autre choix que d'essayer. Voilà. La provisoire conclusion de cette histoire qui mériterait 1000 livres, 1000 films et qui rejoint d'autres grandes histoires que moi j'entends très régulièrement au micro du RFI, c'est que la colonialité est toujours à la manœuvre dans nos systèmes. Du côté de la France, elle se traduit de 1000 manières, mais j'ai en tête, par exemple, la police, qui est issue c'est un héritage colonial, la manière dont la police française fonctionne. On parle souvent du racisme de la police française, mais c'est parce que justement c'est un héritage colonial. L'urbanisme en France est un héritage colonial, le fait d'avoir créé des ghettos, des banlieues, des marges, etc. Tout ça a été décidé, pensé par des gens des administrateurs, TIF, etc., qui venaient des colonies et qui ont, voilà, dessiné le monde urbain dans lequel on végète aujourd'hui. Et pour finir, parce qu'on est obligé pour les gens qui doutent de votre cas, Christelle, j'ai quand même en tête la phrase de Claire Hédon, qui est la défenseuse des droits. C'était le 6e personnage du gouvernement en France, qui fait un vrai travail. En tout cas, elle disait en 2024, le cumul des handicaps et des difficultés d'accès aux droits est bien réel. Et elle est très consciente de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité. C'est-à-dire que vous cumulez, Christelle, et faut pas être grand clair pour le savoir, ou alors femme, noire, handicapée. Donc là, voilà. Et dans son rapport, en tant que défenseur des droits, elle rappelle qu'aujourd'hui, en 2025, les personnes handicapées et leurs familles vivent ce qu'elle appelle un véritable apartheid. Elle parle d'apartheid. Les femmes en situation de handicap sont 10 fois plus victimes de violences sexuelles et sexistes. 300 000 personnes handicapées n'ont ni droit, ni minima sociaux, ni accès au prud'homme, ni au droit de grève, ni droit à la retraite, évidemment. C'est ces phrases à elles, elles sont exploitées jusqu'à la mort. Donc, on n'est pas dans l'opinion, on est dans un rapport d'une défenseuse des droits en France. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que votre prise de parole, elle est essentielle. La vérité, c'est un long chemin, pourvu qu'elle arrive aux oreilles, aux bonnes oreilles. Mais moi, je vous remercie de votre courage de vérité pour vous.
pour Oui, l'ensemble. mais oui, écoutez, vous m'avez consacré beaucoup de temps, donc je pense que euh, vos mots, mais ça vous le savez, sont toujours les bienvenus. Le courage, je l'ai toujours eu. Ça, voilà, je l'ai toujours eu. Il faut l'avoir. Et Non, mais je vous coupe, ce dont Christelle. j'essaye de me... Je pense que vous avez eu d'abord de l'élégance. L'élégance, elle consiste justement à ne pas tout dire. C'est gentil. Voilà. Et le courage, c'est un autre allié, c'est autre chose. Le courage, je ne remets pas en cause le courage qui est le vôtre, mais je parle de la parole et de la prise de parole qui est la vôtre aujourd'hui. Là, on est au-delà de l'élégance. C'est pas rien de dire ce que vous venez de nous dire aujourd'hui. L'entendre de vous, bah, ça me fait plaisir. Je vous dirais juste que, vu ce que vous avez dit en lisant le rapport de la défendeuse des droits, pour moi, il a fallu en arriver là. Tellement il y a des choses que vous savez que les autres ne savent pas. Je ne vous dis, il y a des choses qu'on n'aime pas raconter. Parce que je dis, mais ça fait partie de mon identité, je suis la fille de mon père. Voilà. Je suis quand même la fille d'un homme qui a préféré mourir avec sa honte, plutôt que de raconter ce qu'on lui avait fait. C'est-à-dire qu'il fait quand même le choix de ne pas le dire. De ne pas dire « mes amis m'ont fait ça ». Mes amis ont retourné mon fils contre moi. Il préfère que les gens disent « mais c'est un pauvre Bamileke, Banjoun, qui a eu trop de femmes, trop d'argent, c'est plus... » Pour lui, c'est préférable. Et je dis, pour moi, je suis sa fille. Donc, il aurait longtemps, ça avait été possible pour moi, préféré qu'on dise tout de moi, qu'on dise mais non, on n'est pas bonne, mais non, voilà, et tout ça. S'il avait été possible de vivre avec ça, d'avoir une vie qui soit plus ou moins, voilà, vivable, voilà. Mais parce que ça n'a pas été possible, je me suis résolue à me battre et à faire ce qui n'est jamais agréable, c'est-à-dire que affronter plus fort que soi ceux qui ont plus d'argent, plus de moyens, des institutions, et dire bon, c'est pas grave, ça passe ou ça casse, mais je ne peux pas vivre comme ça. Bon voilà. Écoutez, on a fait pas mal, on a fait longtemps, on va se terminer comme ça, c'est la manière la plus élégante de le faire. Un grand merci. Un grand merci. Pouvez-vous me faire ce cadeau, juste pour moi, et dire à ceux voilà, qui verront regarder le podcast de Christelle Nadia Fotso. Juste dire ce mot-là. Regardez, mais surtout écoutez vraiment les mots de Christelle Nadia Fotso. Ben voilà, on va terminer. Ok. Madame Choueki, vous savez, je vais m'arrêter là. On se dit à très, très, très bientôt. Ok ? Au revoir.